Stephen King est un écrivain plus que prolifique et sûrement l'un des auteurs les plus adaptés au cinéma. Ses goûts et choix politiques, malheureusement aujourd'hui bien trop inclus dans ses livres, font qu'il est bien moins intéressant, mais on vieillit tous plus ou moins bien, et il est et restera une légende de l'écriture fantastique et d'horreur. Des boîtes volantes. Paru pour la première fois en 1973 dans le magazine américain Cavalier, une sorte de Playboy alternatif, la nouvelle Poids lourd, dont est tiré le film Maximum Overdrive, dont je vais vous parler aujourd'hui, sera inclus dans le recueil de nouvelles Danse macabre en 1978, un vrai plaisir de lecture que je dévorais enfant, subjugué en plus par la superbe et merveilleuse couverture de Frank Frazetta sur l'édition J'ai lu de l'époque. Un cuisinier et un routier représentant un jeune homme prénommé Jerry avec sa petite amie sont piégés dans un relais routier par des camions qui agissent de leur propre chef et tuent toute personne croisant leur route. Dans la nouvelle Seuls les camions attaquent les humains, un roman utilisant la peur des machines qui se rebellent contre leur créateur. Bien longtemps que je n'avais pas parlé de mon producteur préféré pour ses choix plus que douteux et parfois très judicieux, ce cher Dino De Laurentiis qui va acquérir les droits de la nouvelle et demander à Stephen King d'en écrire le script. De plus, le producteur prend une décision toujours un petit peu folle, il veut confier la réalisation du film à un inconnu inexpérimenté. Pourquoi? Nous n'en savons rien, si ce n'est une histoire d'argent sûrement, mais tel est le cas. Il va donc carrément le proposer à Stephen King lui-même, qui lui est titillé de réaliser un film depuis un bout de temps. Tant qu'à adapter un de ses livres, autant le faire soi-même. Il va donc saisir l'occasion pour un salaire de misère, bon, il n'en a même pas besoin, il faut le dire, soit 70 000 $, et va décider de changer l'histoire en faisant en sorte que toutes les machines se rebellent, et pas seulement les camions. Tout va commencer par une série d'incidents sans gravité, un distributeur de billets qui va se mettre à insulter les clients, le Stephen King lui-même d'ailleurs. Chérie, viens voir, je crois que j'ai la berlue. Une enseigne lumineuse qui envoie les passagers aller se faire foutre. La situation devient tragique lorsqu'un pont mobile perd tout contrôle, puis toutes les machines vont agresser les humains et une légion de camions vont prendre d'assaut un relais routier avec des humains enfermés dedans. Mais qui sont les petits cons qui s'amusent avec mes camions? J'aimerais bien le savoir. King va d'abord refuser et d'adapter le roman et de le réaliser. Il va conseiller John Ferris, qui avait écrit Le Fury de Palma, mais De Laurentiis n'aime pas son approche. Bloqué avec sa femme lors d'une tempête en Caroline du Sud sur le tournage de Peur bleue de Daniel Attias, c'est donc l'ouragan Diana qui va donner à l'idée de l'écrivain de faire en sorte que toutes les machines se rebellent et pas seulement les camions. Un film simple et apparemment facile à réaliser et au budget tranquille de 9 millions de $, dont le tournage va se faire en Caroline du Nord, principalement dans ce relais routier construit pour l'occasion. De Laurentiis va imposer à Stephen King un directeur de la photographie italien, Armando Nanuzzi, dont j'avais parlé sur ma vidéo du film de loup-garou, toujours tiré de Stephen King, donc Peur bleue, réalisé donc par Daniel Attias. En plein dans le mille. Malheureusement, l'homme ne parle pas anglais, il communique avec King par un traducteur. Lors d'une scène, Nanuzzi a un œil crevé par des éclats de bois provenant d'une souche heurtée par la tondeuse à gazon. Il va intenter par la suite un procès à Stephen King pour négligence, le cas étant finalement réglé à l'amiable. Stephen King, en effet, à l'époque du tournage, est alcoolique et accro à la cocaïne. Il avouera par la suite que bien qu'il se soit préparé sérieusement avec des storyboards, il ne savait absolument pas ce qu'il faisait, que personne n'osait le lui dire, que ce film probablement est la plus mauvaise adaptation de son œuvre et qu'il ne repasserait sans doute jamais derrière une caméra. Disons-le nettement, cela se voit. Je crois que je vais faire dans mon froc. Cela faisait pourtant donc longtemps que tout le monde attendait que Stephen King passe derrière cette caméra, autant la coque et l'alcool lui ont permis d'accoucher de vrais chefs-d'œuvre littéraires, autant là, c'est moins le cas. Des séquences qui resteront quand même dans les mémoires, entre celles de King se faisant insulter par une machine à billets, Le distributeur me traite d'enculé. le pont mobile qui va faire un carnage, une machine à soda qui envoie des canettes dans la tronche, tuant net ses victimes, un rouleau compresseur qui va aplatir un jeune gamin parce que tout le monde y passe et sans concession.
Une enseigne lumineuse donc qui insulte les gens, les tondeuses à gazon, les couteaux électriques, puis enfin les camions, menés par un camion très spécifique pour une usine de jouets avec un superbe Joker en tête de proue. Salaud! Stephen King déclare que voir un de ses livres adaptés au cinéma est comme voir son enfant partir au collège en espérant que tout va bien aller et lui ne s'inquiétera jamais des difficultés techniques qui l'attendaient. Il doit en effet gérer de sacrées chorégraphies avec les machines tueuses et une façon de filmer moins traditionnelle en s'occupant absolument pas des acteurs ayant peur de leur comportement de diva. La scène du pont mobile fut, elle, réalisée avec une maquette et un camion ACDC en hommage au groupe d'ailleurs que l'on voit un petit peu. Des modèles réduits des véhicules. Le pont est une réplique exacte de l'original, construit juste à côté pour les scènes tournées avec de vraies voitures et autres véhicules. Et c'est le montage qui va faire en sorte de nous bluffer. Une très belle introduction pour le film. Attention! So we conceived all the drawings of the real drawbridge and how we would match the cars that we would buy, because obviously they need to be crushed. The miniature is built in small dimension, but also has it's 3D practical. So once you then add on top the real atmosphere, the real action, it was just perfect timing to have it all go. Des atrocités qui vont nous divertir pendant la toute première demi-heure du film jusqu'à l'arrivée des camions aux Dixie Boys. C'est l'architecte décorateur Giorgio Postiglione qui va prendre en charge beaucoup de choses, dont beaucoup de design. Un homme qui a travaillé sur Conan le Destructeur de Richard Fleischer, Flash Gordon de Mike Hodges, Cat Size de Lewis Teague et plus de 300 autres. Et c'est Glenn Randall Jr. aux cascades, important ici, qui lui va travailler sur le E.T. et les aventuriers de l'Arche perdue et le Temple maudit de Steven Spielberg, le Retour du Jedi de Richard Marquand ou le Poltergeist de Toby Hooper. Bref, loin d'intramanche dans son métier à risque. Au montage, c'est Evan Lottman qui s'y colle, nerveux à souhait. Il avait même eu un Oscar pour L'Exorciste de William Friedkin. King ayant participé à presque l'intégralité des tournages d'adaptation de ses films, il pense être bien placé pour prendre ses marques et va donc tourner avec une expérience qu'il croit acquise. Les studios DEG de De Laurentiis ne sont pas loin avec ses 5 plateaux et un terrain énorme où l'on va y construire le relais Dixie Boys, tellement réaliste que certains camions vont s'y arrêter pour manger. Lors de la fusillade du personnage d'Endershot par la mitrailleuse, le Dixie sera en partie détruit et devra être reconstruit pour certains autres plans, puis entièrement redémoli bien sûr pour le final. Martha Schumacher, la productrice du film, elle aussi connaît bien le roi de l'horreur et de Laurentiis, puisqu'elle travailla sur Charlie et Cat Size et Peur Bleue. Elle est donc dans un monde qu'elle connaît. La Terre a croisé la trajectoire de la comète Rhea-M. Selon les calculs astronomiques, Dino De Laurentiis, lui, passe de temps en temps sur le tournage et ne sent pas le film, le trouvant faible et manquant de substance. Heureusement, King n'est pas en reste et va lui parler de plusieurs idées, comme celle de la comète nommée Rhea-M, qui a une influence néfaste sur les machines et de multiplier les machines tueuses pour tuer plus de gens.
Pour King, la comète est contrôlée par des extraterrestres, comme il le dit à la fin, qui utilisent les machines afin de coloniser les planètes en éliminant les humains. Heureusement que la scène n'a pas été incluse dans le film. Un ovni fut détruit par un satellite météo soviétique équipé d'un canon laser. King écrira le script en 3 semaines, 1147 plans pour un film dont beaucoup resteront sur la table de montage et un tournage de 2 mois. Il le dit lui-même, il a beaucoup appris des autres et surtout de George A. Romero sur le tournage de Creepshow, puisque tout le temps sur ce tournage afin de réécrire certains passages, et il était même acteur sur un sketch. Il faut donc profiter de chaque occasion et Maximum Overdrive en est une. Pas de musique symphonique ici, mais un album du groupe AC/DC, un album best-of qui sortira en 1986 sous le titre Who Made Who, dont en single le titre de cet album et 2 instrumentaux, le reste venant d'albums précédents. Le groupe enregistre Who Made Who au Compass Point Studio aux Bahamas après avoir rencontré Stephen King et Dino de Laurentiis. C'est la faute de cette comète. Ça fait au moins 12 heures que nous sommes sous son influence. Le film sera un bide total avec 7 430 000 $ de recettes et en France seulement 276 000 entrées. La location de la VHS, elle, par contre, sera un carton plein, fort heureusement. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Si j'ai bien compris, vous voulez que je travaille 9 heures et vous me payez seulement 8. Emilio Estevez sera un des acteurs qui va épater Stephen King, arrivant préparé pour le rôle de cuisinier dont il va aller jusqu'à gérer la façon de casser les œufs, 2 en même temps et d'une seule main, et devient ainsi très convaincant pour son personnage. Il ira jusqu'à servir un repas complet à 3 routiers qui vont s'arrêter dans le décor, pensant que c'est un vrai restaurant. Robinson! Estevez leur cuisinera leur repas et ils n'en sauront jamais rien. L'acteur effectuera lui-même pas mal de cascades, ce qui va étonner encore le réalisateur, rôle dans lequel il s'investit pleinement, étant fan de l'écrivain. Dans le film, il va tomber amoureux de Brett, une jeune fille jouée par Laura Harrington. C'est mignon. Ah ouais? Emilio Estevez a déjà pas mal de films à son actif à l'époque, avec le En plein cauchemar de Joseph Sargent, Le Outsider de Francis Ford Coppola, Rippo Man d'Alex Cox, St. Elmo's Fire de Joel Schumacher et bien sûr le superbe Breakfast Club de John Hughes avec son grand et beau monologue en sanglots en plan séquence démentielle. Alors, fils de pute, dis à tous tes petits amis que la pompe est ouverte. Il va écrire des scénars et réaliser quelques films comme Wisdom, Men at Work ou The War at Home, et il est le fils de Martin Sheen et frère de Charlie, et jouera dans plusieurs films excellents comme Étroite surveillance de John Badham, Young Guns 1 de Christopher Kane et Enchaîne le 2 de Geoff Murphy, avec qui il retournera dans Free Jack, puis La Nuit du Jugement de Stephen Hawking, ou, non crédité, le premier Mission Impossible de Brian De Palma. Waouh! Regarde cette lueur. Laura Harrington, elle, a joué dans les aventures de Bucaro Banzai de W.D. Richter et les Takedown de Michael Mann ou L'associé du diable de Taylor Hackford et de nombreuses séries télévisées. Ouais, alors tu viens tout de suite. Vanda, éteins cette putain de radio et occupe-toi des œufs de Billy. Pat Ingle est le patron salopard du Dixie, Undershot qui aime à faire chier Bill, voire même tout le monde, un homme au caractère bien trempé, à la King. Alors soit ta carcasse m'appartient ou bien je la balance aux autorités. Son nom, qui peut se traduire par « sous le feu », va succomber littéralement, lui, sous le feu de balles tirées par une mitrailleuse sur un mini 4x4 vengeur alors qu'il trafique des armes. L'homme est connu pour son rôle de commissaire Gordon dans les 4 Batman de Tim Burton et Joel Schumacher, et c'est un ami proche de Clint Eastwood avec qui il a tourné 3 films, Pendavé haut et court, L'épreuve de force et le retour de l'inspecteur Harry. Dick, le gamin, est le rôle le plus Stephen King du film, qui réagit bien et qui assure en gosse, pas casse-couille et débrouillard. Il est le fils de Duncan qui meurt, lui, très vite et doit se débrouiller tout seul. C'est Walter Graham qui le joue et il va se spécialiser dans le doublage de voix et de jeux vidéo. En petit rôle, en plus du camion de Stephen King en début du film, nous avons Frankie Faison, le Barney, le gardien d'asile dans la trilogie Hannibal Lecter, Le Silence des agneaux, le Hannibal et le Dragon Rouge. Ça te plaît, pas vrai? Ah ouais, ça, on peut dire qu'il a de la gueule. Ouais. Et un pacasse d'autres rôles. Il joue ici le conducteur du camion de Joker et un joueur de jeux vidéo, Giancarlo Esposito, vu dans d'innombrables films et séries, dont des Spike Lee et le Gus dans Breaking Bad ou Better Call Saul.
À noter quand même une version française absolument dégueulasse. Oh merde! Beaucoup de critiques vont défoncer le film qui sera nommé au Razzie Award, les pires films de l'année, à raison, vu en salle. Je n'étais pas sorti moi-même enthousiaste, il faut le dire. Aux États-Unis, le film y est même crucifié et assez vite retiré de l'affiche. Pourtant, Manking, inconscient de son film, et le dit lui-même quand il voit Stand By Me de Rob Reiner, une œuvre magnifique, techniquement irréprochable et bien supérieure à son film, il comprend les critiques. Qui c'est qui le conduisait? J'en sais rien. Mais c'est un pro pour le faire démarrer sans les clés. Son film est débile, déclare-t-il, mais beaucoup de films le sont. Il cite Splash de Ron Howard, désolé de ne pas être d'accord avec toi, bonhomme, et espère seulement pouvoir distraire les spectateurs. Il faut le dire qu'avec le temps, le film a atteint un statut d'œuvre culte, ce qui en est étonnant quand l'on voit le nombre de chefs-d'œuvre en film tirés des écrits de l'écrivain. Mais l'homme persiste et insiste même que le Shining de Stanley Kubrick est un mauvais film. Alors autant je veux bien admettre que l'adaptation est loin du livre, mais de là à dire que Shining est mauvais, faut vraiment être de mauvaise foi. Un traitement donc ambigu sur les rapports de l'homme et de la machine, la révolte de ces dernières et pas seulement des camions, comme dans sa nouvelle, un choix de réaliser ce film pour l'écrivain parce que cela lui évitait d'avoir à discuter avec des acteurs dont il se méfie. Mais il ne va pas aller jusqu'au bout de son idée puisque ce sera l'effet d'une comète qui va donner vie aux machines, idée plutôt code mais qui finalement fonctionne quand on connaît le bonhomme. Le film reste quand même méchant, très méchant, avec des meurtres complaisants et parfois très durs à regarder. Bref, un King qui ose et rien que pour cela. Maximum Overdrive reste un film effectivement culte, son camion de Joker en vrai méchant du film en étant la tête de proue. Les routiers sont sympas, mais les camions sans routiers bien moins. Un film sous fond d'apocalypse, en tout cas le temps que la comète passe au-dessus de notre planète. Les camions, les méchants du livre, vont effectivement durant le film devenir le symbole de cette révolte ici bien musclée avec leur puissance évocatrice, qui vont exécuter leur balai meurtrier dans une danse sanglante parfois étonnante. Rappelez-vous les camions du cimetière. Un scénario vite limité pour un film, la nouvelle y étant étirée à son maximum afin d'arriver aux 98 minutes de film promis. De plus, à force de ne pas se renouveler, le film va devenir vite redondant dans ses péripéties. Mais les moyens sont là, le minimum, mais ce qu'il faut pour impressionner, parfois spectaculaire et généreux, et la petite touche d'humour qu'il faut sur ce genre de film. L'on n'est jamais si bien servi que par soi-même, nous dit le vieil adage. Ici, ce n'est clairement pas le cas avec un Stephen King cocaïnomane et alcoolisé qui ne maîtrise pas son métrage, mais heureusement en fait le minimum syndical. Remercions donc l'équipe technique qui, derrière, fait en sorte que pour le film, malgré ses défauts et les années, ait réussi à rester en tête chez beaucoup de gens, moi y compris. Son écriture est clairement visualisable pour chaque lecteur de façon cinéma, mais force est de constater que la plume sera meilleure que la caméra. Tiens, prends ça pour mon père, espèce de fils de pute. Un film qui reste, malgré ses énormes défauts, un plaisir coupable dont le problème restera l'impossibilité qu'a Stephen King à nous intéresser à ses personnages et se concentrer sur les machines, étonnant lorsqu'on lit ses livres où c'est le contraire. Et l'on s'y ennuie quand même fortement lors de la seconde partie avant le final. Des personnages donc inexistants, de la viande à mourir pour le King en mode mauvais goût, mais c'est exactement pour cela que l'on paye pour ce genre de film après tout, mais King, pensant se réessayer à la réalisation un jour avant de voir les chiffres, dit bien que l'on ne le reprendra plus à oublier ses héros. Une autre version de la nouvelle de Stephen King, intitulée Trucks, les camions de l'enfer, est sortie en téléfilm en 1997. Adieu, cadeau mes fesses! L'IA est une peur pour certains, une aide pour d'autres, que la mécanique s'en mêle reste bien dur à avaler et reste du domaine du fantastique. Heureusement, la technologie en maître absolu étant déjà à l'époque un réel débat. Reste que la réalisation n'est pas aux fraises, le film se regarde bien et sans être un chef-d'œuvre constitue un métrage qui passe les années et mérite un bon 4 poils sur 6 finalement, le revoir ayant été plus agréable que dans mes souvenirs et Stephen King le dit dans certaines interviews, ton film et certaines scènes servent à branler le spectateur dans le bon sens jusqu'à l'orgasme, soyons sûrs que certains en ont joui. Sinon quoi?
Sinon, je te fais sauter ton dentier, papy. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, j'y répondrai comme d'habitude, même négatif si c'est écrit poliment. Et je me doute qu'en ce moment, vous avez envie d'y aller. Vous avez le lien pour les DVD et Blu-ray s'ils existent dans la description et vous pouvez vous abonner à la chaîne Patreon qui vous permet d'avoir les vidéos en avance sans censure ni pub et avec des lives et des vidéos inédites. La boutique est ouverte avec mug, t-shirt, suite, tablier de cuisine. Je n'ai pas le camion, mais il y a plein d'autres choses et vous avez le lien en description. Pensez à vous abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir si vous en avez envie. Mettez un pouce et activez la petite cloche pour les notifications. Et à bientôt pour du lourd. Bye bye.